Jour 8 de la crise du verglas au Nouveau-Brunswick, les équipes d'Énergie NB travaillent sans relâche pour établir le courant dans la péninsule acadienne. Le TVA Midi commence maintenant. Comment vous avez vécu ça, vous, la crise du verglas? Ah, c'était dur, c'était dur. Vous avez récupéré l'électricité il y a combien de temps? On n'en a pas du tout. Ah, vous n'avez pas? Non. Comment vous en sortez? Ben, on a un poêle à bois. J'ai perdu beaucoup de manger. Puis, c'est de la misère, là. Bon midi, mesdames, messieurs. Ici Pénélope Garon à Carleton-sur-Mer. Vous avez entendu ces réactions prises sur le terrain dans la péninsule acadienne. Nous allons consacrer une bonne partie de notre bulletin du midi à ce qui se passe, à cette crise du verglas au Nouveau-Brunswick. Peut-être vous dire qu'en fin de bulletin, par contre, on va parler de ce rapport du protecteur du citoyen qui vise les établissements gérés par le CIS de la Gaspésie. Mais d'abord, ça fait maintenant plus d'une semaine que cette crise du verglas perdure au Nouveau-Brunswick. C'est toujours la péninsule acadienne qui est la plus durement touchée par les pannes de courant. On va immédiatement faire le bilan de la situation à cette 8e journée de crise avec notre journaliste Annie Levasseur qui est à Caraquette. Donc, Annie, est-ce qu'il y a du progrès tout de même qui se fait sur le terrain? Oui, Pénélope, le nombre de pannes diminue. On est rendu à 9000 foyers qui sont privés d'électricité au Nouveau-Brunswick, dont 8000 dans la péninsule acadienne. Hier, le premier ministre Brian Gallant a fait une annonce. Il a annoncé un programme d'assistance financière pour les sinistrés. Il est accessible dès maintenant. Il est possible d'obtenir de l'information dans les centres d'hébergement ou sur le site web du gouvernement. Brian Gallant a aussi annoncé une aide financière aux banques alimentaires de la province, étant donné que la demande risque d'être plus grande dans les prochaines semaines. Oui. On écoute le premier ministre. À l'heure actuelle, les équipes ont réussi à rétablir le courant à environ 90 % de nos clients touchés par la tempête de verglas à l'échelle provinciale. Alors, encore une fois, pour mettre en contexte, 90 %, à peu près 90 % des gens qui ont perdu le courant ont vu leur courant de rétabli. La majorité des personnes sans électricité en ce moment habitent dans les collectivités les plus touchées de la péninsule acadienne. La péninsule acadienne est notre plus haute priorité en ce moment. La tempête de verglas a frappé cette région plus tard et plus fort que les autres régions de la province. Nos équipes travaillent dans des conditions complexes et difficiles et parfois ça peut prendre plus de temps qu'on aimerait. Annie, parlez-nous du moral des gens que vous avez rencontrés sur le terrain aujourd'hui. Les gens sont épuisés, ils veulent retourner chez eux. J'ai parlé à des personnes âgées ce matin au centre d'hébergement de Caraquette. Oui. Ils sont quand même heureux d'être dans un endroit chaud et sécuritaire. On peut les entendre. D'accord. On est pas mal à bout, on est fatigué, on a toujours l'arme à l'œil. Moi, j'avais un gros couleur de à peu près comme pour 250 piastres de tout, puis j'ai tout perdu. On était bien traités. On est nourri, au chaud, bien nourris, dormi. gentils comme tout. Bon, il y a des efforts qui sont faits par différentes instances, Annie, sur le terrain pour s'assurer du bien-être de la population. Oui, de nombreux bénévoles sont encore dans les centres d'hébergement de la péninsule acadienne. À Bathurst, la ville a organisé une collecte de dons et la population a répondu en grand nombre. Des camions de denrées sont arrivés dans la péninsule. À Tracadie, toutes les résidences ont été visitées par des bénévoles. Certains endroits plus critiques ont même été visités 2 ou 3 fois. Le mot d'ordre est clair. Les citoyens encore à la maison doivent se rendre dans les centres d'hébergement. Voici une entrevue réalisée avec Anne-Marie Jourdain du centre d'hébergement de Bas-Caraquette. Merci beaucoup, Annie. Pour sortir les gens de leur milieu, les gens donc, qui n'ont pas accès ni à l'électricité, ni au chauffage, etc., il y a beaucoup de résistance, vous savez, au niveau des gens pour sortir de chez eux. C'est très inquiétant, ils veulent pas laisser leur maison et tout ça. Nous, dès la première journée, la consigne a été très claire. Tous mes pompiers volontaires, tous nos pompiers volontaires et leurs bénévoles sont allés dans chacune des maisons porter de l'eau. On a certains secteurs qui ne sont pas raccordés aux égouts et à l'eau municipale. Donc, à ce moment-là, c'est plus difficile. Il faut aller leur porter de l'eau, il faut poser des questions pour voir s'ils sont bien psychologiquement, la santé, etc. Donner des informations sur les génératrices, le monoxyde de carbone et tout ça. Donc, tous les pompiers, tous nos bénévoles ont fait
ça depuis le premier jour, parfois jusqu'à 2 fois par jour. On a donc donné aussi des repas, des collations, des chandelles, de l'essence. On fait ça depuis plusieurs jours. Bon, aujourd'hui maintenant, Alexandre Courtemanche est du côté de l'AMEC. Il suit des équipes d'Énergie Nouveau-Brunswick sur le terrain. On va le rejoindre immédiatement via Skype. Alexandre, ces travailleurs-là sont au boulot, on va le rappeler, sans relâche depuis 8 jours maintenant. Oui, absolument, sans relâche. Et puis, on peut les voir, ils travaillent vite. Et on peut voir que derrière moi, en fait, il y avait déjà les véhicules de NB Power qui travaillaient. Et le temps, en fait, qu'on se mette en onde, eh bien, ils ont déjà avancé de 4 poteaux. En fait, ici, dans le secteur de Pigeon Hill et l'AMEC, donc dans la ville de l'AMEC, le secteur de Pigeon Hill, tout est à refaire. On parle d'environ 85 en fait, des dommages qui ont été causés au réseau électrique se trouvent dans ce secteur-ci. Donc, ça fait énormément de travail à faire. On sait qu'il y a presque 400 personnes de NB Power qui sont déployées sur le terrain pour pouvoir accélérer, en fait, les procédures. Il y a aussi de l'aide qui a été apportée par Hydro-Québec, également par Nova Scotia Power. Donc, toutes ces équipes-là doivent faire une espèce de synchronisation parfaite, si vous voulez, si vous me passez l'expression, une espèce de balai, parce que les gens doivent d'abord, retirer, en fait, les poteaux qui ont été cassés. Là, on peut en voir un qui est derrière moi. Donc, le caméraman va le montrer à l'instant. Il y en a un qui a été posé sur le côté, qui est prêt à remplacer celui qui a été endommagé lourdement, évidemment, en raison de toute cette accumulation de verglas. Et là, il faut le remplacer rapidement. On en voit ici un qui a été remplacé il y a à peine une demi-heure environ. Et il faut qu'il y ait des équipes, en fait, qui apportent ces nouveaux poteaux, qui les posent. Et derrière eux, en fait, on doit tout de suite avoir quelqu'un qui monte les lignes le plus rapidement possible pour pouvoir accélérer les travaux. Parce qu'évidemment, on est très conscient du côté d'NB Power, qu'on me confirmait, de l'importance de travailler le plus rapidement possible pour amener l'électricité, surtout dans ce secteur-ci. Bien sûr. Alexandre, parlez-nous, si vous avez eu la chance de parler avec ces travailleurs, des conditions dans lesquelles ils travaillent, parce qu'on nous disait qu'il y avait sur le réseau électrique de la glace à un tel point que c'était 4 fois le poids que peut supporter le réseau électrique du Nouveau-Brunswick. Oui, effectivement, et ça, c'est un des travers, en fait, qui se produit dans cette condition-là, c'est que une fois qu'on fait une opération sur un poteau électrique, bien, tout de suite, ensuite, bien, on se retrouve avec un problème sur le deuxième, celui qui suivait sur la ligne. Très dangereux, donc, évidemment, pour les effondrements, pour les lignes électriques, avant qu'on nous installe ici sur le lieu le plus endommagé qui a été repéré par NB Power. On a eu énormément de mesures de sécurité, pour ne pas se placer sous les fils électriques, pour ne pas, même pas s'en approcher. Il y a énormément de réseaux, évidemment, qui peuvent avoir encore du courant à l'intérieur, donc qui peuvent provoquer des chocs. Et on me confirmait, en fait, que du côté des équipes, c'est le quasi-épuisement total. Hein? Ça fait 7 jours, 8 jours que ça n'arrête pas. Justement, Alexandre, j'allais vous poser la question en quelques secondes. Quel est le moral des travailleurs? Comment est le moral de ceux qui sont là depuis tous ces jours, qui travaillent dans des conditions difficiles? Bien, évidemment, c'est un coup pour le moral de ce travail sans relâche depuis plusieurs jours. Mais d'un autre côté, en même temps, il y a une belle collaboration qui se fait, des équipes qui viennent de plusieurs provinces différentes et on sent cette collaboration-là sur le terrain. Ils gardent quand même un peu le sourire. On peut dire que le moral est bon malgré l'adversité en cours. Bien hâte de voir votre reportage lors de notre émission spéciale ce soir, 17h58. Merci beaucoup, Alexandre. Je vous en prie. Bonne journée. On va délaisser maintenant le verglas quelques instants pour vous parler de ce rapport du protecteur du citoyen qui a été commandé à la suite de signalements concernant différentes pratiques dans les établissements du CIS de la Gaspésie. Notre collaborateur Thierry Haroun a épluché ce rapport pour nous. On va immédiatement le rejoindre via Skype. Donc, Thierry, quels sont les principaux constats de ce rapport? Bien les constats, en fait, les grandes lignes pour l'instant, les principales lacunes qui ont été notées dans ce rapport qui a été en fait publié en décembre dernier, mais dévoilé hier en conférence de presse. Offre de soins infirmiers adéquates mais fragiles, certains longs délais de réponse aux demandes d'aide. Par exemple, les cloches d'appel, ça pouvait prendre jusqu'à 15 minutes avant d'en avoir une réponse du personnel. Manque de formation du personnel et d'organisation des services pour intervenir auprès des personnes atteintes de déficit cognitif. D'autres principales lacunes qu'on note, long délai entre la demande d'hospitalisation et le départ du patient pour l'unité de soins, par exemple, et formation continue insuffisamment accessible pour le personnel infirmier. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a 10 établissements dans la région qui ont été visités, les hôpitaux, Hôpital de Maria, Chandler, Gaspé, entre autres, et des unités de soins de longue durée. On notera dans certains cas
Au cours de l'été 2016, il a été établi que des résidents du centre Monseigneur-Rost n'ont pas reçu de bain avec immersion dans l'eau depuis plusieurs années. Ça, c'est un des constats lourds qu'on peut noter dans ce rapport. Ben oui, tout à fait. Qu'on peut consulter d'ailleurs dans le site web du protecteur du citoyen pour qui voudrait le consulter. On note aussi, par exemple, le manque de surveillance des résidents a donné lieu à des altercations entre résidents qui sont évitables, conduisant ainsi au personnel à intervenir. Bon, Thierry, parlons, il y a forcément avec ce rapport-là des recommandations pour les gestionnaires du CIS. Il y a des recommandations, en effet, il y en a 19. Par exemple, on recommande au CIS de se doter d'un mécanisme formel de sécurisation de l'offre de soins infirmiers aux résidents, permettant au personnel infirmier d'obtenir rapidement et de façon ponctuelle du soutien en cas de surcharge. Il y en a 19. Fournir, par exemple, une formation spécifique au personnel pour répondre à des cas de déficit cognitif, par exemple. Et le CIS a réagi également, Thierry, notamment sur la question des bains. Qu'avait-il à dire? Bon, pour les bains, plus largement, parce que la réaction a été largement ainsi. Ils ont pris acte de la situation. Ils étaient bien au fait de l'ensemble des constatations qui sont émises dans ce rapport et que des solutions sont en cours. Présentement, des actions sont mises sur pied pour régler l'ensemble de la problématique. Donc, tout est en règle pour faire un suivi adéquat avec les délais requis par le rapport. Mais c'est quand même assez paradoxal, hein? En quelques secondes, là, entre les recommandations, la conclusion de ce rapport également. C'est bien dit parce que justement, la conclusion est assez curieuse. On dit dans l'ensemble, l'enquête n'a pas révélé de lacunes majeures justifiant aux protecteurs du citoyen de craindre pour la santé et la sécurité des usagers. Ouais. Ça, c'est la conclusion du rapport. On peut se poser des questions. Qu'est-ce que ça prendrait justement pour qu'on trouve aux protecteurs du citoyen qu'il y a des lacunes majeures? Merci beaucoup, Thierry. Ça me fait plaisir. Merci, à bientôt. La météo. Une présentation de tanguay.ca. Il y a très rapide à la météo pour ce soir, nuageux avec quelques averses un petit peu partout. C'est froid, entre moins 10 et moins 16. Et pour demain, des passages nuageux, ça tombe, des précipitations partout, mais le soleil est là. On vous attend maintenant ce soir. Émission spéciale, toujours sur cette crise du verglas au Nouveau-Brunswick. Très belle journée à vous. À ce soir, tout le monde. Bye bye.